Et si la révolution la plus redoutée d'Afrique se jouait sans qu'aucune arme ne parle? Imaginez Ouagadougou. Tout débute dans le silence. Pas de slogan, pas d'émeute, seulement le froissement feutré des pas et ce souffle électrique qui serpente dans les couloirs du pouvoir. Ici, la révolution défie tous les clichés. Oubliez les foules déchaînées. C'est dans la pénombre, loin des regards, que l'histoire bascule. Au cœur des nuits du Burkina Faso, un nom s'impose. Ibrahim Traoré, plus jeune chef d'État du continent, désormais l'homme le plus redouté et le plus traqué d'Afrique. Pour certains, il est un mystère. Pour d'autres, une menace. Pourtant, ce qui déstabilise vraiment les puissances étrangères, ce n'est pas la rupture apparente, c'est ce silence lourd de sens, car chaque geste de Traoré, chaque choix, se fait sans bruit, sans défi, mais avec la froideur méthodique de ceux qui dérangent l'ordre établi. Face à lui, les adversaires enterrent les stratégies d'autrefois. On murmure un plan B, la méthode secrète, réservée à ceux qui échappent à la corruption, à la peur, à la séduction. Lorsque tout a échoué, il ne reste qu'une option, l'effacement. Invisible, total. Les noms de Sankara et Lumumba hantent encore les mémoires africaines. Aujourd'hui, c'est Traoré qui avance, lucide, dans une lumière fragile, conscient que l'ombre ne dort jamais. Mais ce que ces architectes de l'ombre ignorent, c'est la force d'une idée qui refuse de mourir. Malgré l'étau, une flamme subsiste au cœur de Ouagadougou. Tant qu'elle vacille, la main qui voudrait tout éteindre tremble. Car l'Afrique n'a jamais porté autant d'espoir. Pour comprendre cette force, il suffit de regarder l'histoire de la résistance, de la lutte de Nelson Mandela contre l'apartheid, menée dans le silence des cellules, à la révolution des œillets au Portugal, où le renversement du régime se fit sans effusion de sang, la puissance du calme est universelle. Si cette histoire s'éteignait dans le silence, si la confusion l'emportait, alors c'est tout un continent qui risquerait de perdre, souveraineté, richesse, dignité et peut-être son âme. Mais tant que cette lumière résiste, tout reste possible. Comme l'a montré le Ghana lors de son indépendance ou le Bénin lors de sa conférence nationale souveraine, la ténacité tranquille finit par l'emporter. Mais comment ce silence est-il devenu une arme? Pour comprendre, il faut remonter à la première nuit où tout a basculé et examiner les mécanismes historiques où le silence, loin d'être une faiblesse, devient la tactique la plus redoutable. Pourquoi le silence est-il devenu l'arme la plus redoutée des nouveaux chefs africains? À Ouagadougou, ce n'est pas le tumulte des insurrections qui glace les esprits, mais ce vide lourd où chaque souffle, chaque regard, chaque mot semble peser, scruter, soupçonner. La ville s'immobilise, comme si une menace invisible se glissait entre les murs, prête à surgir au moindre frémissement. Pensez à la révolution tranquille du Québec. Sans cris, sans violence, mais par des réformes patientes, elle a changé la société. Ou encore l'action de Gandhi, où la non-violence et le silence ont mis à genoux l'Empire britannique. De même, au Burkina Faso, c'est le calme avant la déchirure, ce moment suspendu que l'histoire inflige encore et encore à l'Afrique. Thomas Sankara, abattu par un frère d'armes, Patrice Lumumba, brisé puis effacé. Ces héros osaient rêver à voix haute, ils ont payé de leur vie. Aujourd'hui, une nouvelle génération sent planer la même ombre, ce pressentiment que le sort d'un peuple se joue dans la pénombre des bureaux et les froides alliances étrangères. Quand les pressions officielles échouent, reste toujours le fameux plan B. Ce plan n'a pas de nom, mais il existe. Une mécanique feutrée, sans coup de feu ni éclat. Conseillers écartés, voire réduites au silence, disparitions maquillées en accident. Il circule d'ambassade en capitale, transmis par regards et dossiers secrets, de l'Occident à l'Afrique. Prenons l'exemple du Congo dans les années 60. Après l'échec de toutes les tentatives officielles pour contrôler Patrice Lumumba, le plan B s'est mis en place. Ce fut l'élimination pure et simple, orchestrée dans l'ombre, sans bruit. Plus récemment, en Libye, le silence des coulisses avant la chute de Kadhafi a précédé la tempête. Ce schéma se répète, quand on ne peut pas acheter ou effrayer, on fait disparaître. Face à ce péril, les dangers internes sont multiples. D'abord l'initié, ce proche séduit ou menacé, devenu traître. Ensuite le professionnel, formé loin d'ici, payé pour effacer les symboles et distiller l'incertitude. Enfin l'opportuniste qui prospère sur le chaos, prêt à tout pour gravir les échelons. Ici, la loyauté n'est jamais acquise, la vigilance reste la seule protection. Dans les palais d'Afrique centrale, ces figures sont connues. On se souvient de Bokassa, trahi par ses propres hommes, ou de Mobutu, qui multipliait les services secrets pour se protéger de ses proches. À chaque époque, le cercle rapproché peut se transformer en cercle du danger. Mais c'est une signature silencieuse qui a tout fait basculer, la nationalisation de 5 mines d'or.
Pas de grandes annonces, pas de débat public, juste la réappropriation de richesses jusque-là confisquées par des intérêts étrangers, rendues enfin au village burkinabé. Une justice muette mais explosive. En Occident, marchés et diplomates hurlent à la folie. Au Burkina Faso, les oubliés relevant la tête, portés par un souffle de dignité retrouvée. Pour donner un exemple concret, au Venezuela, Hugo Chavez a nationalisé les compagnies pétrolières, provoquant un tollé international mais redonnant du pouvoir d'achat à son peuple. Au Mali, la reprise de contrôle sur les réserves d'or a permis de financer des écoles et des routes. Ces gestes, posés dans le silence, bouleversent l'ordre établi et rendent l'espoir au laissé-pour-compte. Décoder l'origine de cette crise, c'est refuser de laisser d'autres écrire notre histoire. Ceux qui avalent la propagande occidentale risquent de perdre plus que des minerais. Ils risquent leur identité, leur fierté, leur avenir. Il suffit de se rappeler l'Algérie, où l'histoire officielle était écrite à Paris, jusqu'à ce que les Algériens imposent leur version des faits. Mais la tempête qui monte dépasse la question des ressources ou des trahisons individuelles. Elle ouvre un nouveau front, plus insidieux encore, où l'information, la confiance et la mémoire deviennent les terrains de la prochaine bataille. Dans ce nouveau champ de bataille, chaque rumeur compte, chaque silence pèse lourd. Ibrahim Traoré, lui, avance sur un fil face à un ennemi sans visage. Et si désormais, les coups d'État naissaient loin des foules, dans les bureaux capitonnés et les messageries chiffrées, c'est exactement ce qui s'est produit au Tchad lors de la succession de Déby. Tout s'est joué dans les salons, entre promesses et menaces, loin de la rue. Au Burkina Faso, une guerre secrète consume le cœur du pouvoir. Ici, l'insécurité ne rôde plus seulement dans la brousse. Elle infiltre les réseaux, s'insinue dans les couloirs, se glisse sous les portes. Infiltration, surveillance, soupçon, trahison, tout se joue derrière des badges anonymes et des téléphones cryptés. Chaque mot peut être épié, chaque geste pesé. La confiance s'étire, silencieuse, entre des regards méfiants. Mais la peur ne s'arrête pas au seuil du palais. Le massacre de Solenzo a laissé des cicatrices profondes, des familles prises au piège, incapables de distinguer l'ami de l'ennemi. Là, la guerre psychologique sème la terreur. La rumeur tue aussi sûrement que la balle. Les images circulent, déforment la vérité, alimentent la confusion. Ici, ce qui compte, c'est moins la réalité que la façon dont elle est racontée. La panique se propage, la division s'enracine, l'adversaire devient fantôme. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Lors du génocide rwandais, la radio a été l'arme la plus destructrice. Elle a semé la peur, amplifié la haine et orchestré les tueries. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent le même rôle, parfois sous couvert de l'anonymat, multipliant la désinformation et la méfiance. En réaction, l'Afrique voit revenir de vieilles recettes, sanctions économiques, gel d'avoirs, menaces voilées. Sous le vernis des ONG et des discours humanitaires, les intérêts étrangers se faufilent. Les récits médiatiques, façonnés à Paris ou à New York, désignent les héros et les traîtres, choisissent qui sera entendu ou effacé. Traoré l'a compris. La bataille pour la légitimité se joue autant sur les écrans que sur le terrain. Un exemple frappant est la crise ivoirienne de 2010, où les médias occidentaux ont alterné entre soutien et condamnation, manipulant l'opinion et influençant le cours des événements. Le président Laurent Gbagbo, un temps diabolisé, a vu son image évoluer au rythme des intérêts extérieurs. Pourtant, le Burkina Faso n'est plus isolé. L'Alliance des États du Sahel, AES, s'est constituée. Des voisins lassés de négocier leurs propres ressources, décidés à s'arracher au diktat extérieur. Ensemble, ils tentent de recoller les morceaux de leur souveraineté, de réinventer une solidarité africaine affranchie des tutelles passées. On peut comparer cette alliance à la communauté andine en Amérique du Sud ou à l'ASEAN en Asie du Sud-Est, où des pays unis ont pu résister à la domination économique ou politique de puissances extérieures. L'union fait la force, même face à d'anciens maîtres. Mais reprendre la main exige des ruptures. Rupture avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, jugée trop soumise. Éviction de la France, symbole d'une emprise contestée. Une vague de défiance traverse le continent. Pour beaucoup, l'histoire de Traoré n'est pas qu'une révolte, c'est un signal. L'Afrique peut encore écrire son destin. Mais la lutte ne se limite pas à la terre. Il s'agit de reconquérir la légitimité, de reprendre le contrôle du récit, d'imposer son propre regard face au monde. Derrière chaque manœuvre, la menace la plus insidieuse demeure, que l'Afrique se laisse dépouiller de son histoire, de sa voix, de ses ressources, piégée dans la spirale de la diffamation et du chaos, privée de son droit à l'espoir. Mais pour comprendre la force de cette riposte, il faut plonger dans la trajectoire singulière d'Ibrahim Traoré.
D'où lui vient cette volonté de briser les chaînes et de changer les règles du jeu? Jusqu'où peut résister une nation qui refuse de plier, même lorsque tout s'acharne à la briser? C'est la question brûlante qui hante les couloirs du pouvoir, alors que l'avenir du Burkina Faso se joue entre l'ombre et la lumière, entre le repli sur soi et la volonté de renaître. Pour durer, la révolution silencieuse doit commencer par l'armée. Désormais, les promotions ne se gagnent plus par affinité, mais par mérite. Le clientélisme, pilier des anciens régimes, s'effondre sous la pression d'un nouveau credo. La loyauté se mérite et s'éprouve chaque jour, à chaque poste. C'est une leçon apprise dans de nombreux pays. Au Ghana, Jerry Rawlings avait compris que l'armée devait servir le peuple et non une caste. Il a réformé l'institution, privilégiant la compétence à la naissance ou à l'ancienneté. Au Rwanda, après le génocide, la refondation de l'armée autour de la loyauté nationale a été la clé de la stabilité retrouvée. Les services de renseignement, longtemps minés par la double allégeance, sont passés au crible. Les fidélités sont scrutées, les réseaux internes secoués, car la moindre faille peut ouvrir la porte à ceux qui veulent abattre l'idée avant l'homme. Traoré rêve d'une armée du peuple. Ici, la sécurité ne relève plus exclusivement de l'État, mais devient une cause partagée avec les citoyens. L'unité se construit sur la transparence, la vigilance et une confiance renouvelée à chaque épreuve. Pour renforcer cette dynamique, des campagnes d'alphabétisation à destination des soldats et des civils sont lancées, inspirées du modèle cubain où l'instruction et la conscience politique étaient bien considérées comme des armes essentielles. Côté économie, la reconstruction prend racine dans la terre burkinabé. L'or n'est plus seulement extrait, il est désormais raffiné sur place et ses fruits redistribués, jetant les bases d'un développement tourné vers l'intérieur et affranchi de la dépendance. Ce n'est pas une première sur le continent. En Éthiopie, la relance de l'industrie textile, après l'expulsion des multinationales, a permis de créer des milliers d'emplois locaux. Au Botswana, la transformation des diamants sur place a doublé la valeur ajoutée pour le pays, prouvant que l'industrialisation locale change la donne. Mais la vraie révolution est psychologique. Transformer l'élan rassemblé autour d'un homme en une structure capable de survivre au temps. Il ne s'agit plus de chercher un sauveur, mais d'installer la nation au centre, pour que l'espoir ne s'écroule pas avec la chute d'un seul visage. L'histoire est là pour le rappeler. Au Mozambique, la mort de Samora Machel a failli plonger le pays dans le chaos, faute d'institutions solides. A l'inverse, au Sénégal, la transition entre Léopold Senghor et Abdou Diouf a été paisible grâce à des structures robustes et une culture du dialogue national. Au cœur de cette mutation, la conviction devient le dernier rempart. Lorsque tout vacille, quand la confusion s'insinue, seule la foi dans la cause commune protège du chaos et de la manipulation. Si la confiance se brise, la nation risque l'isolement, la dictature ou l'effondrement. Mais si elle tient, alors un nouveau paradigme panafricain peut naître, inspirant des peuples bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cet équilibre nouveau demeure fragile, contesté, mais il dessine une voie inédite pour l'Afrique et pour ceux qui rêvent d'en écrire le prochain chapitre. C'est exactement ce que la révolution tunisienne a démontré. La confiance populaire a permis de résister aux tentatives de récupération et de division. À l'heure où le pays défie l'incertitude, la question demeure. Jusqu'où la conviction peut-elle porter un peuple face à l'adversité? Que peut-on réellement apprendre d'un leader qui préfère bâtir une nation forte plutôt que de devenir indispensable aux yeux de tous? Là se trouve la frontière entre le pouvoir né de la peur et celui qui jaillit de la confiance. Un pouvoir bâti sur la crainte demeure fragile, rongé par le doute et menacé à chaque instant par la trahison. Ibrahim Traoré a saisi ce que beaucoup de dirigeants oublient. La légitimité ne s'impose pas, elle se gagne. Quand un peuple suit par conviction plutôt que par crainte, aucune force extérieure ne peut briser cette union. Mais cela exige bien plus que des discours. Il faut offrir un récit commun, une histoire partagée qui justifie chaque effort, chaque sacrifice. Dans cette lutte pour la souveraineté, la maîtrise du récit national devient une arme aussi décisive qu'une armée. Traoré le répète sans relâche. Ne laissez pas ceux qui nous ont colonisés écrire notre vérité. Défendre sa propre version de l'histoire, c'est refuser la manipulation, la confusion, la guerre de l'information qui fragilise les esprits avant de s'emparer des terres. Son pari ne se limite pas à reprendre les mines d'or ou les frontières. Il s'agit de retrouver le sens de la parole donnée, de la poignée de main entre voisins, du regard échangé dans les villages. La confiance mutuelle devient alors la plus solide des fondations, bien plus que n'importe quel mur ou traité signé à l'étranger. Pour l'Afrique et au-delà, la leçon est limpide. L'indépendance authentique débute le jour où l'on ose défendre sa propre histoire.
Tant que d'autres écrivent le récit à votre place, ils dictent vos choix, vos rêves, votre avenir. La souveraineté ne se réduit ni à l'économie ni à la politique. Elle s'incarne dans chaque mot, chaque mémoire préservée. Face à la manipulation et à la confusion, la vigilance individuelle ne suffit plus. Il faut une vigilance collective, un refus de la division, un engagement à chercher la vérité ensemble, même quand elle dérange. Sinon, un seul instant d'inattention suffit pour que la peur s'installe, que la confusion s'impose et que la trahison surgisse, parfois même de l'intérieur. Ignorer ces leçons, c'est accepter le risque d'être manipulé, de voir les espoirs écrasés dans l'ombre, de perdre jusqu'à sa dignité. C'est choisir la facilité de la soumission plutôt que la difficulté, mais la noblesse de la souveraineté. Alors, que retiendra l'histoire de ce moment précis ? Ce sont celles et ceux qui osent croire en leur dignité qui écriront la suite, faisant du silence une force au service de la vérité. Mais ce combat pour la souveraineté ne se joue pas uniquement sur le champ politique. Il infiltre les conversations quotidiennes, les choix de chaque citoyen et la manière dont une nation ose regarder son passé. Parce que le silence a déjà brisé trop de destins, faites entendre le vôtre. Voici quelques actions concrètes à la portée de tous. Commencez par interroger les récits officiels, lisez des auteurs africains, partagez les histoires locales, soutenez les médias indépendants qui donnent la parole à ceux que l'on entend rarement. Organisez des discussions dans les écoles, les quartiers, sur ce que signifie la souveraineté aujourd'hui. Encouragez la mémoire intergénérationnelle, demandez à vos aînés de raconter leur version des grands événements. Chaque mot transmis est un rempart contre l'oubli. Ce n'est pas qu'une question de palais ou de coup d'État, c'est la lutte intime d'un peuple qui refuse que d'autres écrivent son histoire à sa place. Se taire, c'est abandonner la plume. Parler, c'est reconquérir son avenir. Trop souvent, l'Afrique a été racontée par des voix étrangères. Les paroles de Sankara, de Lumumba et tant d'autres ont été étouffées, par la balle, par le mensonge ou par l'oubli. Mais aujourd'hui, de Ouagadougou à chaque village, une génération refuse la disparition et reprend possession de son récit. La souveraineté ne s'impose pas dans le tumulte. Elle naît dans la patience, le courage et dans chaque décision prise loin des projecteurs, à chaque ressource rendue à son peuple. Lorsqu'Ibrahim Traoré restitue discrètement l'or à ceux à qui il revient de droit, il ne déplace pas seulement des richesses, il restaure une dignité depuis trop longtemps confisquée. Le silence qui enveloppe les nuits de la capitale n'est plus celui de la peur, mais de la vigilance. Ici, chaque souffle est lourd, chaque regard compte, chaque hésitation peut tout faire basculer. Les puissances de l'ombre le savent. Le vacarme attire, le silence transforme. Et vous, où placez-vous votre voix ? La résignation, c'est la promesse de l'oubli. La parole, même timide, c'est la première pierre d'une renaissance. Il ne s'agit pas de brandir un drapeau, mais de refuser le silence complice. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de héros isolés, mais d'une multitude de voix qui s'opposent ensemble à la confiscation de leur avenir. La dignité ne se mendie pas, elle se regagne, mot à mot, acte à acte. Alors, choisissez. Prenez le parti de ceux qui écrivent leur propre histoire. Car chaque silence accepté est un espoir perdu, chaque mot prononcé, une victoire sur l'oubli. Au fond, la vraie révolution ne commence pas toujours par un cri. Parfois, elle naît du courage de ne plus se taire. Pour finir, rappelons-nous des mots de Nelson Mandela. Ce n'est pas la lumière que nous craignons, mais notre propre puissance. L'Afrique n'a jamais été destinée à rester dans l'ombre. C'est à chacun, par ses actes, ses paroles, ses choix quotidiens, de refuser la confiscation de son avenir. Que ce soit dans le silence des nuits de Ouagadougou ou dans le tumulte des marchés, chaque geste compte. Refusez la peur, cultivez la mémoire, bâtissez la confiance. C'est ainsi, pas à pas, que s'écrit la souveraineté véritable. Et lorsque, dans 100 ans, des enfants liront l'histoire de cette période, qu'ils puissent dire « Nos aînés n'ont pas cédé, ils ont choisi la dignité, ils ont préféré le silence du courage à la clameur de la résignation ». Voilà le vrai pari de l'Afrique